Bonsoir à tous. Alors je veux juste vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous dans nos locaux. Nous allons tout doucement commencer cette conférence et je saluerai également, je ne suis pas en face de la caméra, je saluerai également ceux qui nous suivent en ligne, en direct sur YouTube. Soyez tous les bienvenus pour cette conférence. Je rappelle qu'il y a pour thème « Y a-t-il quelqu'un aux commandes ?» Découvrir Dieu dans la nature. Donc voilà une question importante que je pense la plupart des gens se posent à un moment donné ou l'autre, et c'est le sujet que nous allons traiter ce soir. Alors, avant de commencer ce moment, dans un instant, donc cette conférence durera environ 1 heure, comme ça vous savez à quoi vous en tenir. Bon, maintenant, avant de passer le relais à notre conférencier, je voudrais juste le présenter très brièvement. Donc, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir le docteur André Hegen. Donc, je vais juste lire parce que ce palmarès, je ne pourrais pas le savoir par cœur. Donc, André Hegen a suivi des études supérieures d'agronomie et il a eu un doctorat en génétique animale à l'École polytechnique fédérale de Zurich. André Hegen a travaillé près de 20 années en tant que chercheur, puis directeur de recherche en génétique animale dans un institut public en France. Donc, depuis 2009, André est responsable pour le développement des connaissances des génomes animaux et végétaux en agriculture au sein d'une entreprise privée internationale. Donc, à partir de ce moment-là, donc moi, je vais laisser ma place à André. C'est mon privilège de pouvoir lui laisser la parole. Et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Bonsoir à tous, à vous qui êtes dans la salle, à vous qui êtes en ligne. Et puis, on a introduit en disant que ça allait durer environ 1 heure. On verra bien. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je déborde. On verra. Georges a 34 ans. Et Georges aime sortir avec son chien. Il aime aller dans la forêt. Il aime aller à la chasse. Mais il y a quelque chose qui l'intrigue, Georges. Les choses qui l'intriguent, c'est des choses qui s'accrochent toujours à ses vêtements, au poil de son chien. Les fruits de la grande bardane qu'il peut trouver à la fois sur son pantalon, sa veste, dans la fourrure de son chien, partout. Et il comprend vite, en regardant de plus près, que ces boules qui ressemblent un petit peu à des petits hérissons, pourquoi ces boules adhèrent si bien. Les épines de ce qui lui semble être des graines portent de minuscules crochets, des petits crochets, comme vous avez sur l'image. Et donc, à leur extrémité, ces crochets s'accrochent au contact des poils et puis aussi au contact du tissu des vêtements. Et donc, Georges, à l'aide de son microscope, il va aller voir de tout près. Et il va découvrir que ces crochets élastiques ne se cassent même pas s'ils sont retirés de force des cheveux, des poils ou des vêtements. Et c'est ainsi que Georges de Mestral, en 1950, après toutes ces observations, va prendre la nature comme modèle et va inventer le velcro. Velcro, pourquoi velcro ? Eh bien parce que c'est un ensemble ruban velours, vel, et puis un autre ensemble ruban crochet, cro, velcro. Et le brevet a été déposé ensuite en 1955, et c'est donc aujourd'hui une marque déposée, mais c'est bien plus qu'une marque déposée, puisque c'est un système de fermeture que beaucoup de gens apprécient, qui a été utilisé, c'est vrai, au début pour les vêtements, mais dans toute une série de secteurs aussi, que ce soit dans le jardin, dans la santé, pour l'armée aussi, et même la NASA l'a utilisé, ou l'utilise encore, pour fixer des choses, pour empêcher, par exemple, aux assiettes de flotter en apesanteur. Et donc, le velcro vient directement d'une observation toute simple dans la nature. Alors, Georges n'est pas le seul à avoir observé la nature. Bien avant lui, il y a eu des dizaines, des centaines de gens passionnés qui ont observé la nature. Une autre personne était Léonard de Vinci. Léonard était, lui, fasciné par l'univers aérien, par le vol, les oiseaux. Une de ses obsessions, c'était d'apprendre à voler. Il aurait aimé voler.
Et donc, il a fait dans les années 1500, 1505 et suivantes, il a fait des études sur les vols d'oiseaux avec les moyens qu'il avait. Il n'avait pas grand moyen d'études par rapport à nous aujourd'hui. Mais il a commencé à avoir, avec les informations qu'il recueillait petit à petit, il a commencé à avoir des idées sur des machines volantes. Comment faire voler les choses. Et on comptabilise pour Léonard de Vinci plus de 500 croquis et pas loin de 35 000 mots qui traitent de ces fameuses machines volantes, de l'aviation ou du vol des oiseaux. Et si je cite Léonard de Vinci, c'est tout simplement parce qu'il y a une phrase très intéressante qu'il dit « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Et c'est une phrase qui est ô combien d'actualité aujourd'hui. Combien le retour à la nature est voulu par beaucoup et est donné même comme étant la seule solution pour notre avenir. Nature, futur. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que la nature est devenue une source d'inspiration dans le monde scientifique, mais pas uniquement, pour innover. On va lire, on va étudier la nature, on va passer du temps à regarder ce qui se passe dans la nature pour développer de nouvelles technologies, pour améliorer les choses. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a l'impression que la nature répond à une problématique spécifique. Par exemple, Léonard de Vinci, c'était la question du vol chez les oiseaux. Et on voit qu'il y a une réponse qui est apportée, une réponse qui est une solution pratique très bien faite, même merveilleusement bien faite, et que c'est même le mieux que l'on puisse faire. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui on se tourne vers la nature comme source d'inspiration pour innover. Et c'est devenu même une nouvelle discipline, ou plutôt une combinaison de plusieurs disciplines, le biomimétisme. On va imiter ce qui se passe dans la nature, le bio, pour avoir une approche originale du monde du vivant. Et il y a même en région parisienne, maintenant depuis quelques années, le Centre européen d'excellence en biomimétisme. Et donc les inspirations dans le monde du vivant vont toucher différents niveaux. Il va y avoir par exemple des choses qui vont toucher la question du design, des formes adoptées par les formes du monde vivant. Il y a des choses au niveau des matériaux, des processus de fabrication qui vont opérer chez les êtres vivants. Il y a aussi les interactions entre les espèces et le fonctionnement des écosystèmes naturels. Donc, différents niveaux. Et ce soir, on va juste parcourir ensemble quelques points. Il y aurait des milliers d'exemples. Donc, vous voyez, on pourrait passer pas seulement plusieurs heures, mais plusieurs jours, plusieurs semaines même ensemble, à décrire les merveilles du monde du vivant. Au niveau automobile, les ingénieurs automobiles cherchent à développer des voitures toujours plus performantes. Et un des points critiques est l'aérodynamisme. En tout cas, c'est important. Si vous regardez, il y a quelques années, des ingénieurs de chez Mercedes ont cherché à développer un concept car, donc une voiture expérimentale qui s'appelait à l'époque la Mercedes Bionic. Et donc, pour développer cette voiture, bien sûr, ils ont regardé dans le monde du vivant et ils ont regardé le pingouin, le manchot. Ils ont examiné. Ah oui, c'est intéressant. Par exemple, aujourd'hui, ça fait rêver le manchot parce qu'avec un seul litre de gasoil, vous pourriez parcourir l'équivalent de 1500 km. Ça, c'est de la performance. À côté, nos voitures les plus élaborées, les plus hautement, avec les meilleures techniques, n'atteignent pas, et de loin, les capacités du manchot. Et donc, si on s'est intéressé aux pingouins ou aux manchots et d'autres animaux, c'est parce qu'ils ont une très faible résistance dans l'eau. Ils perdent très peu de vitesse. Donc, ils ont, en termes techniques, un coefficient de traînée qui s'appelle CX dans le monde automobile ou même en physique, de l'ordre de 0,07, ce qui est très faible du point de vue d'une conception. Mais ils se sont ensuite tournés vers un autre exemple du monde du vivant qui apparemment ne semble pas aussi performant que le manchot. Le poisson-coffre. Il fallait à la fois concilier
l'aérodynamisme, mais aussi une maximisation du volume intérieur. Et c'est là où le manchot ne correspondait pas vraiment à ce qu'il cherchait. Et donc, en plus du pingouin et du manchot, ils ont étudié ce poisson-coffre jaune, et donc ça a servi comme modèle pour construire la concept car, la Mercedes-Benz Bionic. Et vous voyez ici les graphiques qui ont été réalisés. Vous trouvez encore toute la description, elle a vraiment existé en très peu d'exemplaires, mais elle a existé, cette voiture, avec un coefficient de traînée, un CX, de 0,19. Et je vous ai mis juste l'exemple d'une autre Mercedes, la CLA en 2013, qui, elle, pourtant avec une forme beaucoup plus aérodynamique, semble-t-il, a un coefficient plus élevé, donc est moins bonne que la Bionic. Donc vous voyez qu'en imitant la nature, on arrive à développer des choses qui sont absolument remarquables. Imiter la nature, mais on n'arrive quand même pas à faire aussi bien que la nature apparemment. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voyager à travers le monde. Au niveau professionnel, moi j'ai le privilège de parcourir le monde. Et au Japon, on peut prendre leur train à grande vitesse, l'équivalent de notre TGV là-bas. Et lors du développement de ce train à grande vitesse au Japon, les ingénieurs se sont trouvés confrontés à plusieurs défis. Il y avait notamment les entrées et les sorties de tunnels. Parce que si vous regardez pour aller de Tokyo à Hakata, eh bien, c'est assez montagneux et donc il y a un nombre considérable de tunnels à franchir. Et à chaque fois que le train pénètre dans un tunnel à grande vitesse ou en ressort, il y a une différence de pression qui est créée et ça provoque un choc et donc un vacarme, du bruit assourdissant qui est nuisible non seulement pour les passagers du train, mais également pour les riverains. Et donc la question, c'est comment faire pour diminuer ce choc, ce boom sonore. Et l'ingénieur Eiji Nakatsu s'est tourné vers le monde des oiseaux. Et il s'est dit, mais tiens, y a-t-il un être vivant qui soit capable de gérer les changements rapides dans la résistance de l'air? Et donc de passer d'un milieu qui soit où on peut se déplacer très rapidement à un milieu beaucoup plus fluide, beaucoup plus, pas solide, parce que ce serait un mur, on s'écraserait. Et donc en regardant, il a trouvé, eh oui, le martin-pêcheur conviendrait tout à fait à cela. Le bec allongé du martin-pêcheur amortit le choc du passage d'un élément à l'autre, de la faible résistance de l'air à celle plus importante de l'eau. Et s'inspirant justement du bec du martin-pêcheur, eh bien, les Japonais ont développé leur Shinkansen, donc leur train à grande vitesse, avec le bec de leur locomotive assez particulier. Et c'était fini le bruit ou les vibrations inconfortables pour les passagers. Et en plus de ça, non seulement ils n'avaient plus de boom sonore, mais donc moins de décibels, mais ils réduisaient aussi la résistance à l'air et donc utilisaient beaucoup moins d'énergie pour se déplacer. Donc là, c'était tout à fait gagnant pour eux. Aérodynamisme. On va passer à de l'adhérence, parce que là, il y a des choses assez impressionnantes qui se passent. Je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé un gecko, un petit lézard tropical qui défie les lois de la gravité. Ce petit lézard se déplace à des vitesses incroyables, ahurissantes, mais pas seulement sur le sol, sur des murs, sur des vitres, sur le plafond, partout. Une agilité merveilleuse, inatteignable. N'essayez pas de faire la même chose, vous allez vous casser les pattes, et peut-être même la nuque. Donc il accélère, il escalade murs et plafonds sans le moindre effort, et il est doté de pattes avec des propriétés adhésives tout à fait particulières. Nous, si on avait à résoudre ce problème-là, on pourrait se dire, oh ben oui, on va l'affubler de petites ventouses ou choses comme ça, et puis il va pouvoir se déplacer, mais sauf que pour se déplacer à telle vitesse, les ventouses, ça resterait collé, ça ne pourrait pas se décoller. On pourrait essayer avec du scotch, avec du post-it, avec des choses comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand on regarde un peu plus près, chacun des membres
est recouvert d'environ 500 000 poils minuscules que l'on appelle des settés. Et chaque extrémité de ces poils minuscules est subdivisée en 400 000 petites spatules. 400 à 1000 petites spatules, pardon. Et donc, si on regarde un petit peu, un petit focus sur la patte de ce gecko, on voit des rangées de lamelles collantes. Mais ce n'est pas de la colle, pas du tout de la colle. Et si on zoome encore un petit peu plus près, à la loupe et ensuite au microscope, on va s'apercevoir justement que chaque membre est recouvert de ces centaines de milliers de poils minuscules, comme par vagues. Voyez ? Et des scientifiques se sont penchés sur ce problème-là pour chercher à comprendre mais comment ce lézard fait pour tenir. Et quelles sont les limites aussi de ce petit lézard. Et on s'est aperçu que, vous voyez là, à l'échelle là au milieu, donc vous avez 500 000 de ces petits settés par membre, vous avez ici un setté particulier, c'est une distance de 20 micromètres, donc c'est très petit, et vous en avez plusieurs. Et là, vous voyez très bien que chacun a l'air complètement indépendant, mais ce qui se passe, c'est que chaque petit poil, avec une espèce de bout un petit peu plus épais à son extrémité, chaque petit poil établit avec le support sur lequel il se trouve des liaisons moléculaires de courte portée. Vous n'avez pas besoin de retenir ça et vous en faites pas, ça nous dépasse, enfin ça en dépasse beaucoup. Ce sont des liaisons de courte portée qui sont connues sous le nom de force de Van der Waals. Ça touche à ce qui se passe en physique un peu quantique. Et donc, c'est ça qui va lui permettre de se déplacer très rapidement et de tenir aussi bien sur les murs, sur les vitres, etc. Et si on fait les tests en laboratoire, 1 million de settés, par exemple, peut supporter la masse de 20 kg et peut tenir sur un dime. Un dime, vous l'avez là au milieu, c'est entre une pièce de 2 centimes et de 1 centime. Donc vous mettez là 1 million de ces petits poils et ça pourrait supporter 20 kg. Ou, et là, il y a pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous encourage à aller sur Internet, il y a des expérimentations qui ont été faites où on accroche à ces geckos des petits sacs à dos avec des poids dessus pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et donc, si le gecko utilise simultanément tous les settés de ses 4 membres, il pourrait supporter une masse de 127 kg. Pour un petit lézard qui fait une dizaine de centimètres, c'est absolument ahurissant. Tout en se déplaçant très rapidement. Donc, essayez de reproduire cette thématique chez vous, quand vous serez de retour à la maison tout à l'heure. Vous verrez que ce n'est pas facile. Et donc, il y a de nombreuses applications que l'on peut faire. Par exemple, un homme araignée d'une quinzaine de centimètres, là 40 grammes, qui peut être fixé à une plaque de verre par un adhésif microfabriqué de type gecko. Et oui, on fabrique maintenant des adhésifs microfabriqués, donc de type gecko. Et donc, sur une petite surface de contact, on peut faire que ça supporte une masse relativement importante. On est encore loin du vrai gecko. Mais ça commence à faire son chemin. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Mission Impossible. Tom Cruise grimpait certains buildings à Dubaï avec des gants gecko. C'était ça. Ça venait issu directement de la technologie observée chez les geckos. Fascinant. Qui de vous rêverait de ne pas avoir à nettoyer ? Beaucoup de monde. Eh bien là aussi, on peut s'inspirer de la nature. On peut s'inspirer de la nature et notamment des feuilles de lotus. Les feuilles de lotus est ce qu'on appelle super hydrophobe. Vous voyez l'eau là qui perle dessus ? C'est hydrophobe, ça ne va pas absorber l'eau. L'eau va couler sur la feuille de lotus. Et donc, quand on observe de plus près la feuille de lotus, on s'aperçoit finalement que la feuille de lotus a des picots, des petits picots nanométriques qui confèrent cette propriété de repousser l'eau. De ne pas absorber l'eau, mais de la repousser, d'être hydrophobe. Et c'est ce que les chercheurs aujourd'hui cherchent à reproduire. Des produits qui seraient déperlants et auto-nettoyants. Alors, je ne veux pas faire de pub,
Mais je vais vous passer quand même une petite vidéo qui est tirée d'un producteur de peinture qui utilise cette particularité de la fleur de lotus pour fabriquer des peintures auto-nettoyantes. D'accord ? Donc on va regarder cette petite vidéo. Donc les feuilles de lotus présentent une surface microstructurée qui réduisent la surface de contact entre l'eau et la feuille. Et donc les gouttes de pluie vont perler sur la surface, elles vont entraîner les salissures. Donc si vous voyez là la goutte d'eau qui roule sur la surface, et donc cette peinture, Stolütosan, va voir l'eau perler sur sa surface et donc entraîner la saleté qui repose sur cette surface. Et vous allez avoir cette peinture, maintenant l'exemple de la peinture, voilà, où là une peinture de façade avec un pouvoir auto-nettoyant. Et ça, c'est directement tiré de la feuille de lotus. Et on peut faire ça maintenant, sans les citer, mais Saint-Gobain développe du verre auto-nettoyant. On utilise ça aussi pour des revêtements de baignoire, de cuisine, pour produire justement des surfaces auto-nettoyantes. Donc quelque chose d'assez remarquable. Oups, c'était pas ça. Dans le monde de la médecine aussi, on pourrait passer des heures à parler de ce qui est possible de faire ou de réaliser en imitant la nature. En termes de don du sang, on peut apprendre beaucoup d'un petit ver, apparemment insignifiant, l'arénicole. L'arénicole, je ne sais pas, pour ceux qui se baladent sur les plages ou ceux qui vont à la pêche, on le cherche souvent, ce ver, pour l'accrocher au hameçon pour aller à la pêche. Et cet arénicole fait des petits tortillons sur les plages. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il s'enfonce dans le sable. Et donc, à marée haute, le ver va emmagasiner l'oxygène qui est contenu dans l'eau de mer pour que finalement, il puisse l'utiliser. Donc, il va pouvoir utiliser toute cette réserve qu'il a accumulée lors de la marée basse, parce qu'il sera dans le sable. Et donc, quand on va étudier un petit peu de plus près, pourquoi ce ver peut être intéressant, eh bien, je vais juste vous citer quelques exemples. Cet invertébré pourrait permettre de grandes avancées dans des domaines de la médecine aussi variés que la transplantation rénale, que l'hématologie, la dermatologie ou encore même la médecine de guerre. Alors pourquoi ? Je vous ai cité le don de sang tout à l'heure. 1 million de malades sont soignés chaque année grâce au don de sang. Il faut à peu près 10 000 dons de sang chaque jour pour subvenir aux besoins. Et le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que la durée de vie des produits sanguins est relativement limitée. Que ce soit des plaquettes, des globules rouges ou du plasma, ça n'a pas une durée de vie très longue. Alors pourquoi on s'intéresse à ce petit ver ? Eh bien, ce petit ver est intéressant parce qu'il sait construire une réserve en oxygène. Et ça, c'est quelque chose de très précieux. Comment le fait-il ? Eh bien, grâce à sa molécule d'hémoglobine. Sa molécule d'hémoglobine, elle est 50 fois plus grande que la molécule d'hémoglobine que nous avons, nous, êtres humains. 50 fois plus grande. Et elle est 40 fois plus efficace que notre molécule d'hémoglobine. Ce que l'on voit, ce que l'on peut observer chez ce ver, c'est qu'au lieu de transporter 4 molécules d'oxygène, eh bien, l'hémoglobine de l'arénicole peut en transporter 156. 156. Eh oui. Et donc, beaucoup plus efficace. Donc, l'hémoglobine de ce ver, en plus, est un transporteur d'oxygène universel. L'hémoglobine de ce ver, de l'arénicole, ça agit un petit peu comme une éponge à oxygène. Et après, ça va pouvoir la relâcher, cet oxygène. Alors, pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça fait rêver beaucoup de monde ? Eh bien, parce que si vous regardez la question des greffes aujourd'hui, il y a plus de 20 000 personnes sur liste d'attente pour recevoir une greffe, avec des décès chaque année pour des personnes qui n'ont pas pu recevoir leur greffe à temps, ou le greffon n'est pas arrivé à temps
pour qu'il leur soit greffé. Et Frank Zal, qui était un chercheur au CNRS, mais qui a monté sa ferme à Rénicole, donc toute une industrie autour de la Rénicole, il dit que la moitié des organes disponibles sont perdus à cause du temps qui manque pour la transplantation ou à cause d'un rejet du receveur. Et donc, en travaillant avec la rénicole, en extrayant la molécule d'hémoglobine chargée d'oxygène de la rénicole, eh bien, l'idée, c'est de donner du temps aux chirurgiens. Aujourd'hui, on dispose de 6 heures pour réaliser une transplantation d'organes chez un malade. Avec notre invention, on peut conserver un rein en parfait état pendant 12 à 24 heures. On vise même les 7 jours. Tout simplement parce qu'on peut oxygéner l'organe qui va être transplanté et donc le déplacer sur des périodes de temps et des distances géographiques beaucoup plus longues. Donc de nombreuses applications à ce verre, ce petit verre qui semble complètement insignifiant, avec donc la conservation des greffons, un transporteur d'oxygène pour lutter contre les hémorragies. En plus, cette molécule du verre marin, elle peut être lyophilisée. Vous vous rendez compte? On peut lyophiliser, donc ça peut se conserver dans un temps, on ne sait pas si c'est infini, mais en tout cas très longtemps. Cette molécule, je vous ai dit, est 250 fois plus petite que les globules rouges. Ça veut dire que cette molécule chargée d'oxygène, cette éponge chargée d'oxygène, peut atteindre des zones que les globules rouges ne peuvent même pas atteindre. C'est ahurissant. Ça peut aussi être à l'origine de pansements oxygénants qui favorisent le traitement des plaies chroniques. Et puis, un autre point fort, c'est que nous, notre hémoglobine est dans les globules rouges. Là, cette molécule d'hémoglobine de la rénicole, elle se trouve à l'état libre. Donc, il n'y a pas de problème de compatibilité, il n'y a pas de groupe sanguin, donc ça va être accepté par tout le monde. C'est universel. Donc, donneur d'oxygène universel pour cette hémoglobine qui provient de la rénicole. Et donc, il y a une société qui a été montée, Emarina, qui a monté donc une ferme et ils produisent des tonnes et des tonnes d'arénicole chaque année pour produire des molécules d'hémoglobine chargées d'oxygène pour pouvoir répondre à la demande. Et ils ont même commencé à travailler aussi sur toute cette question d'oxygénation et de la Covid au cours des 2 dernières années. Donc de nombreuses applications et de nombreuses imitations de la nature. En termes de résistance, il y a aussi là des choses assez succulentes que l'on peut observer. On va parler de la soie de la toile d'araignée. Une soie qui ne sèche jamais, qui ne moisit pas, qui n'est pas dégradée par les bactéries, qui est élastique, elle peut être étirée sur plus de 25% de sa longueur sans casser. Et quand on s'intéresse à cette soie de la toile d'araignée, alors là, on découvre des choses absolument formidables. On découvre une solidité, une légèreté, une douceur, une durabilité qui sont tout à fait exceptionnelles. Une solidité, accrochez-vous bien, avec une fibre de soie qui ferait la taille d'un crayon, on pourrait accrocher un Boeing 747 chargé, donc qui ferait 380 tonnes. Eh oui, ça dépasse tout ce que l'on connaît en termes de matériaux capables de porter de câbles acier ou quoi que ce soit. Ça, c'est pour la solidité. En termes de légèreté, vous prenez une soie d'araignée qui ferait le tour de la Terre, donc 40 000 km, elle ne pèserait pas plus que 320 grammes. Là aussi, essayez. Avec un petit fil de nylon ou quoi que ce soit, vous verrez vite qu'au bout de 1 km, vous n'arrivez déjà plus à le porter. En termes de douceur, la soie est anti-allergène, hautement respirante, et ça permet aussi de gérer l'humidité. D'ailleurs, cette soie de la toile d'araignée était déjà utilisée dans l'Antiquité pour les pansements et les bandages. Et puis, en termes de durabilité, alors là, ça dépasse aussi tout ce que l'on peut faire en termes d'écologie aujourd'hui. C'est biocompatible, c'est vegan, c'est 100% biodégradable. Donc là, il n'y a vraiment pas mieux. C'est tellement bien que certains cherchent même à l'intégrer un peu partout.
Et donc, vous avez maintenant la sneaker biodégradable qui est faite en partie à partir de soie de la toile d'araignée et puis de fils de soie, de fibres de soie naturelles. Donc, vous voyez, ça inspire un petit peu tout le monde. Ce qui est remarquable, c'est que si on réfléchit un petit peu, cette soie, cette toile d'araignée, l'araignée va la produire à partir d'un peu d'eau, de quelques mouches mortes, et c'est fait. L'araignée fabrique son fil. Ahurissant. Essayez de produire, et d'ailleurs c'est ce que certains font aujourd'hui, le biostyle. Le biostyle, c'est une imitation de la soie de la toile d'araignée que certains cherchent à produire, mais comment on le produit ? Eh bien, il faut prendre des chèvres. Ces chèvres, on va faire une petite manipulation génétique en lui insérant une partie du code génétique de l'araignée pour justement qu'elle produise les protéines qui sont à la base de la soie de la toile d'araignée. Et puis ensuite, on va extraire ce matériel, ces protéines, du lait de chèvre, et il va falloir encore le processer ensuite. Donc ça passe au milieu industriel et ça demande beaucoup de temps et d'argent. L'araignée, elle sait faire ça directement, sans problème. Avec, bien sûr, quand on voit toutes ces caractéristiques, des utilisations qui sont nombreuses et variées. Pensez-vous, la soie d'araignée pour fabriquer des gilets pare-balles. Il y en a qui en rêveraient. Quand vous avez déjà porté un gilet pare-balles, c'est pas léger, hein, ça je peux vous le dire. Et si vous pouviez constituer un gilet pare-balles pour nos policiers ou nos gendarmes à partir de soie d'araignée, ce serait tellement plus léger. Des sutures chirurgicales, du fil à pêche biodégradable, et même des fibres optiques. Et tout ça, l'araignée sait le fabriquer à température ambiante. Inaperçu. Il n'y a pas besoin de haute turbine, il n'y a pas besoin d'énergie électrique, il n'y a pas besoin de fuel, de pétrole, non, ça se fait à température ambiante. Et je vous l'ai dit, à partir d'eau, de quelques mouches mortes, et voilà, c'est parti. Puisqu'on parle de fibres optiques, on va s'intéresser un petit peu aux fibres optiques. Vous en faites pas, je ne vais pas aller dans le détail, mais juste vous citer une éponge siliceuse. Euplectella aspergillum. Retenez ce nom, il y a une interrogation à la sortie. Donc là, il faut vraiment vous accrocher. Non, c'est l'éponge à crevettes ou corbeille de Vénus. C'est présenté comme un des organismes les plus primitifs. Et cet organisme, cette éponge siliceuse, a fait l'objet de recherches il y a quelques années et donc de publications dans des journaux scientifiques très pointus, où finalement on nous présentait un organisme du fond des mers qui livre des secrets technologiques de pointe. Et les fibres, il y a des fibres vitreuses qui attachent l'éponge au sol océanique. Et ces fils, alors le fond océanique, ça peut être quelques dizaines de mètres ou voire même quelques milliers de mètres. Hein. Mais ces fibres vont mesurer entre 5 et 20 cm de longueur. C'est aussi fin qu'un cheveu humain. Et ça intéresse fortement les chercheurs qui travaillent sur les fibres optiques, justement. Et ce qu'elle va faire, simplement, l'éponge, elle va simplement accumuler l'acide silicique qui est présent dans les océans. Elle va faire une polymérisation de ça. Et puis, elle va construire, elle va produire une sorte de silice biogène. Donc, ça va être le matériel de base pour son squelette. Quand on regarde, elle travaille aussi à température ambiante. Donc, quand elle se trouve au fond des océans, il fait relativement froid. Si vous regardez comment on doit produire du verre aujourd'hui, il faut des températures très élevées. Il faut que ça chauffe pour produire du verre. Et là, une fabrication à basse température, ça fait vraiment rêver beaucoup de monde aujourd'hui, parce que ça permettrait justement d'offrir un plus grand contrôle sur les propriétés optiques des fibres. Alors ce que l'on voit, ce que l'on observe justement chez ces éponges, c'est une structure des fibres qui est absolument remarquable, donc très fine, je vous ai dit, comme les cheveux. Mais quand on va encore un pas plus loin, au microscope,
là, on s'aperçoit que les propriétés optiques sont semblables à celles des fibres optiques que l'on utilise en télécommunication, mais plus performantes. Plus performantes parce que justement le fait que l'on s'est fabriqué à basse température, eh bien ça peut contenir des additifs tels que les ions sodium. Et puis, ce qu'il y a, c'est que c'est moins fragile. Les fibres optiques, aujourd'hui, le verre, c'est très fragile. Eh bien, ici, si vous regardez sur l'image du bas, même en haut, mais surtout l'image du bas, vous avez l'impression que c'est constitué un peu comme un millefeuille. Eh bien oui, il y a des couches de matière organique entre les couches de silice, ce qui permet donc une certaine flexibilité. Donc c'est beaucoup plus performant que nos fibres optiques actuelles. Et donc ça fait rêver tous les ingénieurs réseau qui travaillent avec des fibres optiques. Si on pouvait produire comme cette éponge, eh bien on avancerait sur le développement de la fibre optique un peu partout dans le monde. Donc tout ça pour vous donner juste quelques petits exemples au niveau de l'imitation de la nature. On pourrait bien sûr parler des interactions entre êtres vivants. Le fait que eh bien, c'est étonnant, quand vous avez un nuage d'oiseaux qui plane autour de vous, eh bien, il n'y a pas des dizaines d'oiseaux morts qui se retrouvent sur le chemin. Et donc, comment font-ils pour partir dans l'air, voler à grande vitesse, dans tous les sens apparemment, sans qu'il y ait de collision? Eh bien, ça aussi, les ingénieurs aujourd'hui l'étudient pour un petit peu l'appliquer aussi aux voitures autonomes, au trafic. Ah oui, comment interagir, apprendre à interagir, ou trouver comment ça interagit pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Il y a encore un bel exemple que j'aimerais vous donner, c'est le papillon morpho. C'est bête, j'en ai un exemplaire à la maison, j'ai oublié de le prendre avec, mais si vous passez me voir, je vous le montrerai. Donc le papillon morpho, vous l'avez peut-être déjà vu en image dans les livres, vous avez un beau bleu coloré. C'est une couleur bleue absolument superbe. C'est un bleu intense. Eh bien, ce qui est particulier, c'est que les ailes de ce papillon, en vrai, elles n'ont pas de couleur. Et non. Le bleu, les ailes ne sont pas peintes en bleu. Non. Si vous regardez de tout près, vous pouvez regarder la structure des ailes du papillon. Eh bien, si vous regardez la structure très fine de l'aile du papillon, c'est l'image de droite. Vous voyez le dessus, ça c'est une coupe à travers l'aile. Vous voyez des petits zigzags qui montent au-dessus de l'aile. Ils ne sont pas peints en bleu, ça. Et non. La couleur bleue provient de ce que la lumière se reflète sur l'aile et simplement les longueurs d'onde autres que le bleu sont absorbées. Et donc, ce qui est reflété, c'est une belle couleur bleue. Ça, c'est le papillon morpho. Et donc, on étudie ça aussi pour aujourd'hui faire des peintures ou des matières qui, au niveau de la coloration, pourraient utiliser ces caractéristiques-là. Et même des peintures changeantes suivant l'exposition. Vous voyez, le papillon morpho, il a beaucoup à nous apprendre. Mais il a encore d'autres choses à nous apprendre, parce que si on peut voir ça, il y a une autre particularité. C'est que l'aile du papillon ressemble un petit peu à la feuille du lotus. Vous vous rappelez? Auto-nettoyant. C'est formidable. Donc il s'auto-nettoie, le papillon. Mais il y a encore une autre chose, c'est que ça sert de régulation thermique. C'est un thermostat. Et donc, dès que la température s'élève un petit peu trop, eh bien, il va émettre de la chaleur. Des ondes qui émettent donc de la chaleur. Et donc, il y a une régulation thermique qui est inclus dedans. Donc l'aile multifonction, à la fois couleur, hydrophobie, auto-nettoyage, régulation thermique. Tout ça avec pas grand-chose. Et d'ailleurs, pas grand-chose, quand on regarde de quoi est composée au niveau chimique l'aile d'un papillon, c'est 5 éléments chimiques qui sont impliqués dans cette architecture multifonctionnelle. 5. Alors, par rapport à ce que nous, on produit au niveau de nos industries, vous savez, il y a à peu près 90 éléments stables disponibles sur Terre pour fabriquer les choses.
eh bien, nos produits industriels, on en utilise au moins une bonne cinquantaine. Et par contre, les structures naturelles, donc toutes ces structures que je vous ai montrées, elles en utilisent guère plus de 6. Et donc, c'est ça qui est étonnant quand on regarde la nature. Quand on regarde la nature, et beaucoup le disent, je cite ici Patricia Ricard dans son livre Le biomimétisme, s'inspirer de la nature pour innover durablement, la nature produit dans des conditions douces, en consommant peu d'énergie et sans générer d'effets polluants. C'est vous dire si ça fait rêver aujourd'hui. Sans générer d'effets polluants. Et donc on veut s'inspirer de la nature pour innover durablement. Ça c'est clair aujourd'hui. C'est pour ça que tant de monde vont s'intéresser à la nature. Mais que pouvons-nous apprendre de cette observation de la nature, de ce biomimétisme? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Eh bien, je pense, même si on n'a parcouru que quelques exemples ensemble, on s'aperçoit que les nanostructures élaborées par le vivant excitent notre imagination par leur beauté et l'intelligence qu'elles révèlent. Tout ce que je vous ai montré, et on a décrit de façon juste très superficielle, eh bien, ça démontre une beauté et une intelligence. Et Michael Denton, dans son livre « Évolution, une théorie en crise », disait déjà « Partout où l'on regarde, à quelque échelle que ce soit, on trouve une élégance et une ingéniosité d'une qualité absolument transcendante. » Et en continuant, à côté du niveau d'ingéniosité et de complexité présenté par la machinerie moléculaire, nos objets artificiels, donc ce que nous fabriquons, êtres humains, même les plus avancés paraissent grossiers. Eh oui, si on compare ce que l'on a vu, là, quelques exemples, par rapport à ce qu'on essaye de fabriquer en laboratoire ou répéter dans des usines, eh bien, ça paraît bien grossier par rapport à ce qui est fait dans la nature. Alors, face à tant d'ingéniosité, face à tant de complexité, on peut avoir différentes réactions. On peut s'interroger et dire « mais le hasard fait bien les choses ». Certains vont nous dire « même la nature est parfaite ». Ou alors on peut voir aussi une trace d'une intelligence supérieure. Une trace d'un architecte ou des traces d'un architecte exceptionnel. Alors quand on s'interroge, quand on a différentes hypothèses, c'est bien peut-être aussi d'utiliser notre logique. Et j'aimerais vous faire travailler un petit peu ce soir. Et donc, utilisez votre logique aussi. Est-ce que pour un hélicoptère, les pièces se façonnent toutes seules en tombant du ciel, d'un coup, et s'auto-assemblent automatiquement? En tout cas, moi, je n'ai jamais vu d'hélicoptère se construire comme ça. Et si je vous dis maintenant, si je vous affirmais haut et fort que oui, finalement, au cours d'une longue période de temps, c'est possible, il suffit qu'il y ait un bang assez fort sur la Terre et que oui, ça allait s'auto-assembler et que ce serait directement ajusté pour que ce soit parfait, vous allez me prendre pour un débile et me dire « mais il faut vite sortir de cette salle ». Vous auriez raison. La question, en effet, que l'on doit se poser aujourd'hui, c'est de savoir si le système vivant que nous connaissons de mieux en mieux s'est fait seul ou s'il a été initié et construit. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un professeur d'anatomie à la retraite aujourd'hui, le professeur Pierre Rabichon. Et c'est vrai, quand on considère le vivant que je vous ai décrit, si on le compare simplement à cette ébauche d'hélicoptère que je vous ai montré, le monde du vivant est beaucoup plus perfectionné, beaucoup plus complexe. Et personne ne va me dire que l'hélicoptère s'est formé tout seul.
L'hélicoptère, il a fallu des années et des années de développement. Ça a commencé avec Léonard de Vinci et même avant. Certains qui ont eu la passion de pouvoir voler, d'imaginer des scénarios, de commencer à dessiner des machines et ensuite d'aller un pas plus loin. Le professeur Rabichon nous dit la chose suivante. L'analyse technique de quelques bioprogrammes spectaculaires donne à penser que le système de la vie n'a pas pu émerger et se poursuivre dans cette étonnante diversité sans qu'il existe un programme. Quand on voit toutes ces choses si merveilleuses, on a l'impression qu'il y a un programme. Face à une fonction, un organe, une structure cellulaire ou une variation dynamique, s'y coexiste une intentionnalité, une complexité, une réussite technique, une reproductibilité, le hasard doit être éliminé. L'intentionnalité est l'expression d'une volonté finalisée, c'est-à-dire une action avec un but clairement perceptible et exprimable. C'est en quelque sorte la traduction d'un cahier des charges. Et c'est ça que l'on voit. La traduction d'un cahier des charges. Pour le vol, pour un oiseau, traduction d'un cahier des charges. Pour le papillon, on voit à la fois au niveau de la coloration, mais de l'auto-nettoyage de ses ailes, de la régulation thermique aussi, là aussi la traduction d'un cahier des charges. Si ce cahier des charges n'est pas là et n'est pas bien appliqué et bien intégré dans cet organisme vivant, l'organisme vivant ne peut pas vivre, ne peut pas survivre. Et donc, en l'absence d'un accident absurde et improbable, si on rejette, par exemple, comme pour cet hélicoptère, on rejette l'accident absurde et improbable qui générerait l'hélicoptère à partir de rien, eh bien, les observations de la science moderne semblent suggérer à la base un plan surnaturel. Ça, c'est un prix Nobel de physique qui disait ça en regardant justement l'univers. Et Pierre Rabichon de nous dire dans son livre Le programme Homme, à l'évidence, il faut beaucoup d'intelligence et de puissance pour pouvoir non seulement concevoir, mais réaliser aussi bien l'infiniment petit que l'infiniment grand du cosmos. Et quand je vois ça, moi, ça me fait penser à un curriculum vitae. Un curriculum vitae, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va nous renseigner sur quelqu'un, une personne. Ça peut être un papier avec toute une liste d'expériences. Ça peut être un QR code, ça peut être une vidéo, ça peut être une réalisation, ça peut être une photo. Une photo, comme celle-ci, va me renseigner que ce personnage-là est certainement quelqu'un de... Sportivement, il doit tenir la route, parce qu'il faut de l'entraînement pour aller jusque sur la Lune. Et puis, au niveau des études, il a dû aussi faire pas mal d'études, etc. Donc, ça me renseigne. Donc, cette photo va me renseigner sur cette personne. Et c'est vrai que un CV peut prendre différentes formes. Par exemple, j'ai été quelques fois à Singapour et je suis absolument ébahi devant cet hôtel. Cet hôtel, qui est le Marina Bay Sands, eh bien, je n'ai pas besoin, finalement, que l'architecte qui a fait ce design me donne tout son CV. Ça me parle. Je sais, finalement, que cet hôtel, imaginé par Moshe Safdie, eh bien, ce Moshe Safdie, c'est quelqu'un qui, à la fois, a de l'imagination, mais aussi sait implémenter les choses de façon pratique et de façon assez exceptionnelle. La même chose, quand je vois ces sculptures dans la roche, je ne me mets pas non plus à spéculer sur les vents, les tempêtes qu'il y a pu y avoir, le temps d'érosion que ça a pris pour creuser ces sculptures dans la roche. Non, on voit très bien, et c'est l'œuvre d'un sculpteur qui, entre 1927 et 1941, avec 400 ouvriers, va sculpter la tête de 4 présidents des États-Unis. Et donc ça va me donner aussi un beau CV. Ça me parle. Ça me parle. Je vois tout de suite. Ah oui, c'est quelqu'un qui avait de l'idée et qui a su réaliser quelque chose d'assez grandiose. Ses œuvres me parlent.
Ce que l'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, la nature parle. J'ai essayé de vous faire parler quelques exemples de la nature ce soir. On n'a pas parlé de termites, mais on pourrait parler de termites qui sont expertes en génie climatique. Si vous voulez la clim chez vous, allez voir comment sont faites les termitières. C'est la base de la clim, finalement. Et certains bâtiments ont été construits sur ces exemples-là, et donc ça permet de rafraîchir l'intérieur des appartements en cas de forte chaleur. Le lotus, on l'a vu, le martin-pêcheur aussi, la moule, ça, ce serait fascinant. Nous qui cherchons une solution pour coller, vous savez, quand vous faites les joints ou quand vous collez quelque chose, vous lisez le mode d'emploi, attention, il faut que les deux surfaces que vous cherchez à coller soient bien sèches, bien propres et tout ça. La moule qui se colle au rocher, si c'est mouillé, c'est pas grave, puisqu'elle se colle sous l'eau. Elle sait faire ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, intéresse beaucoup de monde, de savoir coller avec la capacité de la moule. Le thon pour le fuselage des avions, les grenouilles des bois qui peuvent se congeler, se décongeler. Ça, je ne vous conseille pas d'essayer. Donc la nature parle. La nature parle. Il y a une phrase de Victor Hugo qui a attiré mon attention. Victor Hugo, à un moment donné, dans certaines de ses lettres, disait « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. » C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Une phrase de Victor Hugo. Il y a d'autres phrases qui me font aussi réfléchir. Un livre mondialement connu affirme également que la nature parle. La Bible, mondialement connue, nous affirme que la nature parle. Et j'aimerais vous citer juste 2 passages de la Bible. D'abord du livre de Job, l'un des plus vieux livres de la Bible, où il est dit « Mais interroge donc les bêtes, elles t'enseigneront, les oiseaux, et ils te l'apprendront, ou parle à la terre, et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela ?» Donc, ce qui nous est dit ici, c'est de faire une expérience scientifique. Allez voir dans la nature, allez regarder dans la nature, et vous allez découvrir quelque chose d'assez extraordinaire. Vous allez reconnaître que la nature est tellement bien faite, que les bêtes et les oiseaux sont tellement bien faits, les poissons sont tellement bien faits, que ça montre, que ça pointe directement vers un architecte, vers un créateur. Donc la Bible et ce verset du livre de Job nous encourage à faire de la science, à observer la nature et à tirer les bonnes conclusions. Et puis, dans la Bible, il y a une autre personne très intéressante qui dit une autre chose. Et cette personne, elle a été confrontée aux plus sages de son époque. Cet apôtre a été confronté à un moment donné aux épicuriens et aux stoïciens. C'était en gros les évolutionnistes de l'époque. Et cette personne leur a dit, donc c'est l'apôtre Paul, qui disait « Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. » L'apôtre Paul nous interroge et nous dit « Mais savez-vous regarder ? Savez-vous partager ? Savez-vous discerner ?» Et il nous encourage là aussi, une expérience scientifique, toute simple. Allez observer la nature et vous allez voir ce que vous allez découvrir. Vous allez être bluffé par ce que vous allez découvrir. Et aujourd'hui, avec tous les moyens d'investigation que nous avons, les émissions de télévision, les articles dans les journaux qui parlent justement des beautés de la nature, vous n'avez aucune excuse. Vous êtes confronté à tout moment à ces merveilles de la nature. Et ce que Job et ce que l'apôtre Paul disent, de façon très directe, c'est que finalement Dieu nous a laissé son curriculum vitae. Dieu nous a laissé son curriculum vitae. Dieu nous place en face de ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait parle de lui-même. Alors, ça nous parle,
Et le but précis de ce créateur, de cet architecte, c'est pas simplement nous faire découvrir de belles choses que l'on puisse ensuite transposer à certaines technologies très avancées. Non, c'est clairement le but précis, c'est de le découvrir. De découvrir que l'architecte qui a fait tout cela, le Dieu qui est au-dessus de tout, existe. Les œuvres du Créateur parlent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la nature parle, mais les œuvres du Créateur parlent. Et on pourrait parcourir des milliers et des milliers d'autres exemples. Ça, c'est clair. Donc, les œuvres du Créateur parlent. Et donc, si l'on regarde autour de nous, et si l'on prend le temps d'observer, nous allons découvrir, par ces œuvres, par ce curriculum vitae, un Créateur hors pair. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que Dieu n'a jamais pris de cours de C++, de Java, de Perl, de Python ou quelque autre langage de programmation. Mais il est expert en programmation. L'information au sein d'une cellule le prouve. Et ça, on n'en a pas touché mot aujourd'hui. Si vous voulez, on refait une conférence où je vous parle uniquement de la génétique et de la façon dont c'est codé, dont les recettes de cuisine pour produire tout ce monde du vivant sont organisées au sein d'un organisme. Et comment c'est encore bien plus merveilleux que ce que l'on a commencé à voir aujourd'hui. Et donc, quand on voit ça, on est ébahi. Il y a des milliers de raisons de reconnaître sa grandeur, d'apprendre à mieux le connaître. Et ce qui va être étonnant, c'est si vous observez la nature, vous allez le découvrir en tant qu'architecte, en tant qu'ingénieur aéronautique, en tant que biologiste hors pair, en tant que prix Nobel de physique, de médecine, de chimie, médaille d'argent du CNRS, grand spécialiste des nanotechnologies. Mais le plus important, c'est que vous allez aussi le découvrir en tant que prix Nobel de la paix. Et même bien plus qu'un prix Nobel de la paix. Parce que nous allons découvrir, bien sûr, la nature, ses créations merveilleuses, mais nous voyons aussi par la Bible, sa parole écrite qu'il nous a laissée, nous allons découvrir que ce Créateur est bien plus qu'un prix Nobel de la paix, parce que dans sa parole écrite, il nous explique ce que chacun peut découvrir par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est-à-dire la paix avec le Créateur, par l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, c'est en prenant le temps d'étudier sa parole écrite, en lisant ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Mais si un Créateur existe, alors qu'en est-il des droits d'auteur ? Aujourd'hui, on fait vraiment cas des droits d'auteur. C'est très important dans notre monde. Mais qu'en est-il ? Si un créateur existe, qu'en est-il ? Vous savez, il y a un petit proverbe qui dit « on récolte toujours ce qu'on a semé ». Mais ce proverbe n'est pas comme ça tiré au hasard. Ce proverbe provient de la Bible. Ne vous faites pas d'illusions sur ce point, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, il ne permet pas qu'on se moque de lui, on récolte toujours ce qu'on a semé. Et je pense que c'est important de se mettre en face de justement ce Dieu créateur, de reconnaître ses œuvres, mais également de ne pas mépriser ce Dieu créateur qui a fait tellement de belles choses autour de nous, et de ne pas mépriser non plus la parole qu'il nous a laissée, la Bible, pour vraiment bien comprendre que Jésus-Christ, son Fils unique, est venu pour rétablir la paix entre nous, ses créatures, et Dieu le Créateur. Donc en conclusion, Dieu nous encourage à lire son CV. Et je vous encourage à lire son curriculum vitae, dans la nature, de différentes façons. Mais Dieu revendique ses droits d'auteur. Sachons-le. Je regarde le ciel, un autre passage de la Bible, le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui ? C'est vrai que face à l'immensité, à la complexité, à la beauté de tout ce qui nous environne, nous avons l'impression d'être rien. Mais Dieu nous dit
qu'en Jésus-Christ, nous sommes des créatures qui avons une valeur à ses yeux et que personne ne doit être laissé de côté. Et donc nous pouvons venir, par sa parole, nous pouvons venir au Créateur. Et donc un défi que j'aimerais vous laisser pour terminer, c'est clairement osons la Bible. Osez la Bible. Osez ce que la Bible dit, c'est-à-dire faites de la science. Nous avons lu des passages qui nous disaient, mais parcourez le monde, observez autour de vous. Osez la Bible pour ça. Mais osez la Bible aussi sur ce qu'elle dit par rapport à Jésus-Christ et de la façon d'être réconcilié avec Dieu. Osez la Bible. Ce n'est pas quelque chose d'original, peut-être aujourd'hui dans notre temps aussi, mais dans le passé, de grands scientifiques croyaient la Bible, osaient la Bible, vivaient la Bible, et ont fait d'étonnantes découvertes scientifiques. Et vous savez, et si la science, aujourd'hui, avec tous ces moyens d'investigation, et si la science nous conduisait au Créateur? Et donc, j'aimerais vous répéter encore une fois, osez la Bible, parce que je suis convaincu, encore aujourd'hui, que la Bible est un livre ni démodé ni dépassé, mais qui est en avance sur son temps. Merci de votre attention et bonne réflexion.